18h45 sur les antennes de Sen TV. Bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver sur ce plateau de l'essentiel. Ben, bonsoir. Amina Gueye, bonsoir. Je suis certes heureux d'être là, mais j'aurais aimé être à Saint-Louis avec ce Magal de Raka, célébré dans l'ancienne capitale de l'AOF. Événement majeur dans l'agenda culturel et cultuel de cette ville bondée de monde. C'est pendant une semaine, les Saint-Louisiens fêtent, commémorent, célèbrent Cheikh Ahmadou Bamba, celui qui a le grade de Khadim Rassoul. J'aime bien ta chemise. C'est du rose, ça n'a rien à voir avec ce dont je parlais. Mais quand on aime aimer et quand on aime être aimé, voilà, ça se traduit comme ça. Ça donne ça. Alors, c'est ça, Sénégal Finance, le cas de Ecobank, on en parle ce soir sur ce plateau de l'essentiel. Et nous sommes avec M. Famara Ibrahima Cissé, c'est comme ça? Oui. Et le président de ACIF. Oui, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. D'accord. Donc lui, quand il est là, c'est pour vraiment parler argent et on espère qu'on aura beaucoup d'argent ce soir. De l'autre côté, nous sommes également avec M. Habib Ndao. Il est le directeur général de... l'Observatoire de la qualité des services financiers. Tout à fait. Alors, vous l'avez compris, nous parlons finance ce soir et si restez avec nous, comme tous les soirs, on est en live sur Facebook à travers notre page Sen TV, l'officiel. Alors, restez avec nous pour vous informer. Vous aurez également, on est mercredi, vous aurez le journal de la banlieue, vous aurez le journal de la culture avec Fatima Diop, Sen TV Monde et tout ceci, et le 19h45, tout ceci va faire l'essentiel de l'information du jour. Alors, c'est parti, Famara. Expliquez-nous un peu ce différent avec Ecobank et ses agents. Oui, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de cette invitation. Remercier aussi mon frère, le secrétaire exécutif de l'Observatoire, Habib Ndao, qui est en train de faire un travail remarquable au niveau de l'Observatoire. Et ce travail-là est en train de soulager les clients que nous sommes. Et pour répondre à votre question, je dirais que l'État du Sénégal avait viré les salaires de la fin du mois d'août. Et malheureusement, pour les clients qui sont au niveau de Ecobank, ils sont restés 72 heures sans percevoir leur salaire. Donc, c'est Ecobank et les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Voilà. Au moment où toutes les autres banques avaient payé les salaires. Ce que nous avons estimé extrêmement grave, parce que tout simplement, lorsque nous avons interpellé, d'autant plus que nous venons de sortir des fêtes de Tabaski, qui ont pratiquement absorbé toute la liquidité que nous avions, Ecobank n'avait pas le droit de procéder, je dirais même, à une saisie des salaires des fonctionnaires sous prétexte que l'État lui devait de l'argent. C'est pourquoi nous sommes dressés contre Ecobank. Et bien avant cette question, il y avait d'autres questions, parce que Ecobank qui affiche partout et qui dit partout à ses clients, à sa clientèle, qu'un client qui n'a pas des avoirs supérieurs ou égaux à 400 000 ne pourrait plus percevoir au guichet. Mais autrement dit, Famara, est-ce qu'on peut permettre à M. Ndao de préciser, de rebondir juste sur ce point précis? Est-ce qu'aujourd'hui, une banque commerciale installée sur le territoire sénégalais et dans l'espace CEDEAO a le droit, la possibilité de saisir des fonds déposés par un État pour des salaires ou même pour autre chose? Je vous remercie. Vous venez de poser une question pertinente. J'en profite pour d'abord féliciter M. Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et usagers des institutions financières et sociétaires des institutions financières, qui fait un excellent travail d'alerte. Et ça nous rassure. Je voulais saluer Amina merci. et Ben, vous remercier de cette question pertinente. Et pour aller droit au but, rétablir les faits. En fait, Ecobank, comme toutes les autres banques, ont reçu les salaires des fonctionnaires. Ils ont eu des problèmes techniques en interne parce qu'il fallait redémarrer le système, parce qu'ils ont un système groupe qui n'est pas uniquement ici, continental, parce que c'est une banque panafricaine. Et ça avait retardé le paiement de ces salaires. Mais je voulais rétablir les faits
il n'a jamais été question de saisir de l'argent déposé pour les salaires par un État, par une institution telle qu'elle soit. Parce que tout simplement, on ne peut pas exécuter l'État. Il y a un principe général de droit qui fait qu'on ne peut pas exécuter l'État. Ça, c'est un. De deux, l'État, son compte, le compte du Trésor au niveau de la BCEAO a été débité et toutes les banques ont été approvisionnées. Et toutes les banques ont payé. Il y a eu des difficultés, certes, au niveau de Ecobank, mais ce n'est pas lié d'abord à une dette quelconque de l'État vis-à-vis de Ecobank, parce que Ecobank a un contrat avec l'État du Sénégal, comme toutes les autres banques, et ils ne peuvent pas juridiquement, et ils ne le feront jamais, et ils n'ont jamais tenté. Toutes ces histoires sur saisie, on ne peut pas saisir l'État. Ça, c'est un, pour rétablir les faits. Et le système bancaire sénégalais, dans son ensemble, est stable et sain. Les banques sont saines et liquides. Le système, il est bien contrôlé par la BCEAO, par les autorités de tutelle, ministère de l'économie, des finances et du plan, et par des organismes comme l'Observatoire de la qualité des services financiers qui s'occupent de la transparence, qui s'occupent de l'activité banque, assurance et poste pour mieux protéger les intérêts des consommateurs ou des usagers. Oui, ça c'est vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que le client est vraiment protégé au niveau aussi de la banque? Oui, il faut comprendre que l'État du Sénégal avait vu qu'il y avait une relation entre David et Goliath, c'est-à-dire entre les opérateurs financiers. Je ne parle même pas des banques, je parle de l'ensemble des opérateurs financiers, c'est-à-dire assurance, banque, microfinance, etc. et les usagers et leurs clients. L'État du Sénégal a un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de populations qui font confiance au système financier. Pourquoi? S'il y a beaucoup plus d'inclus, vous savez que l'un des axes phares du programme Sénégal émergent, c'est l'inclusion sociale. Il ne peut pas y avoir d'inclusion sociale sans inclusion financière. Et M. le Président de la République a donné des instructions claires pour qu'il y ait plus d'inclusion financière, c'est-à-dire plus de personnes, de populations qui utilisent le système financier. Parce que s'il y a plus de clients ou d'usagers des services financiers, il y aura une amélioration du portefeuille des opérateurs financiers, c'est-à-dire une amélioration du portefeuille des banques. Le crédit va être plus facile, plus disponible, l'accès sera plus facile et il y aura naturellement un tarif plus réduit. Plus les banques sont riches, plus elles ont tendance à prêter. Parce que la banque n'a pas d'argent, elle prend l'argent de Paul, prête ça à Jean, moyennant une rémunération. Il y a des problèmes, comme les révèle, il y a des préoccupations, comme les révèle l'ACSIF et les autres associations de consommateurs, mais au premier desquels, M. Famara Ibrahim. Donc est-ce que la banque n'est pas finalement dans son rôle? Parce que quand vous dites que les banques n'ont pas d'argent, mais c'est avec l'argent des clients qu'ils peuvent faire d'autres activités. Si aujourd'hui l'État refuse de payer Ecobank, est-ce qu'eux aussi ils ne rencontrent pas quelques difficultés pour pouvoir virer les salaires des fonctionnaires? Non, du tout. Les institutions financières qui sont là dépendent de la BCEAO, qui dépend du Conseil des ministres des finances des pays de l'UEMOA. L'autorité de tutelle, c'est le Conseil des ministres de l'UEMOA, qui contrôle la Banque centrale, qui est l'autorité de tutelle des banques. Donc c'est les États, in fine. Aucune institution financière ne peut refuser de payer, prétextant que l'État n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis d'elle. Je crois la question d'Amina est partie de votre assertion. Oui. Quand vous avez dit que les banques n'ont pas d'argent, en fait, dans le système bancaire, c'est assez simple. La banque prend l'argent de ceux qui en ont suffisamment tout de suite pour en prêter à ceux qui en veulent et qui présentent des garanties suffisantes tout de suite. Donc, c'est ce système-là, comme fonctionne le cœur. Mais le problème évoqué par M. Ndao tout à l'heure, c'est le taux de bancarisation aux environs de 20%. Si on veut que ce taux augmente et qu'on voit que vous dénoncez par exemple des problèmes entre les consommateurs et les institutions financières, est-ce que ça ne ralentit pas donc cet effort que font nos États pour enrôler le maximum de sociétaires?
Oui, je comprends bien la préoccupation de M. Ndao qui joue chaque fois au sapeur-pompier et il est bien dans son rôle. Hein. C'est vrai qu'il est en train de faire un travail remarquable au niveau de l'Observatoire et nous, en tant qu'association de clients et clients même, sommes en train de sentir ce travail-là qu'il est en train d'effectuer. Mais le problème, en réalité, si une banque a des difficultés pour maîtriser un système ou bien accuse un retard dans le paiement des salaires, mais la meilleure posture devait être de communiquer. Communiquer à travers la presse, communiquer auprès de sa clientèle pour s'excuser du retard. Cela n'a pas été fait. Cependant, les clients ont appelé, comme à l'accoutumée, pour demander et poser des questions par rapport au virement. Et les réponses qui leur ont été fournies, et les clients sont en train de m'entendre, c'est que l'État leur doit de l'argent. Il n'y a pas officiellement une autorité de Ecobank qui est montée au créneau pour dénoncer lorsque nous en avons parlé, et nous en avons parlé à la presse. Ça, c'est nous partageons l'inclusion financière avec l'État du Sénégal, avec la Banque centrale. Je précise que la décision a été prise de bancariser en 2002 et transposée en droit interne en 2004. Et si vous vous rappelez bien, depuis quelques années, 2009-2010, la mesure a connu une certaine application. Tous les salaires supérieurs ou égaux, tous les avoirs supérieurs ou égaux à 100 000 francs devraient être bancarisés. C'est une mesure salutaire. Nous sommes pour la bancarisation, nous sommes pour l'inclusion financière. Et M. Ndao, je sais que peut démontrer les effets positifs de cette inclusion financière. Cependant, nous devons aussi dénoncer les difformités, les anomalies qui existent dans ces institutions financières. Aujourd'hui, imaginez-vous une banque qui dit à ses clients que désormais, tout salaire ou bien tout avoir inférieur ou égal à 100 000 francs devrait être perçu non pas au guichet, mais au GAP. Autrement dit, tout client qui a quelque chose comme 300 000, 400 000, à moins de 400 000 francs n'a plus le droit de prendre un chèque pour retirer son argent. Il lui faut obligatoirement payer la carte GAP. C'est Ecobank qui le dit. C'est Ecobank qui le dit. Et l'affiche est là, je peux vous montrer l'affiche. Non, je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est une mesure unilatérale qui décourage aujourd'hui les clients. Unilatérale, légale ou pas? Pas du tout légal. Mais le moyen. Quand la banque développe des moyens de paiement électronique et investit dans ce secteur, est-ce qu'elle n'a pas le droit de les mettre en moyens de paiement ne devraient pas être obligatoires. Vous savez, le chéquier ne doit pas être obligatoire. La carte GAP ne doit pas être obligatoire. Ce sont des services bancaires mis à la disposition de la clientèle. Libre à vous de payer la carte GAP ou bien de prendre un chéquier si vous êtes plus à l'aise. Mais on vous interdit désormais. Mais on peut toujours aussi évoluer parce que dans certains pays européens, quand même, le retrait et le versement se fait au niveau des GAP. On n'a plus besoin de faire la queue au niveau des banques. Oui, on n'en a plus besoin. Mais aujourd'hui, le besoin s'impose. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les étudiants perçoivent au GAP. Allez faire le tour des GAP de Ecobank. Vous verrez que c'est la queue. Il est plus facile de faire un chèque et de retirer son argent que de prendre sa carte qui coûte excessivement cher pour retirer, parce que c'est la queue. Et les GAP ne sont pas des GAP de bonne qualité. Vous en savez quelque chose. Ces GAP-là sont tout le temps en panne, hors service, etc. Donc le préjudice est tellement lourd que cette mesure-là est venue sans mesure d'accompagnement. Nous sommes d'accord pour la modernisation des instruments de paiement, etc. Oui, mais faudrait-il que des mesures d'accompagnement soient prises en amont pour faciliter et soulager les clients dans ces institutions. Ils le font. Alors, nous reviendrons, ce sera juste après l'actualité de la banlieue. En l'espace de 2 mois,
la mer a fait 48 victimes, révèle Mamadou Gueye de la brigade des sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies. Cependant, pour plus de prudence, il invite ceux qui fréquentent les plages à respecter les consignes données par les maîtres nageurs et les zones interdites à la baignade. Donc actuellement, on peut noter 48 d'après les renseignements, les statistiques disons. Et il y a des personnes qui sont sauvées. Oui. Donc présentement, la situation est stable. Tout simplement respecter les consignes disons, de sécurité données par les maîtres nageurs qui sont constamment dans les plages, tout simplement. Donc il y a des zones qu'on doit baigner et des zones qu'on ne doit pas baigner. La recrudescence de ces noyades est surtout accentuée par un défaut de communication, souligne le président de l'association des maîtres nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade du Sénégal. Nous et les sapeurs-pompiers, nous faisons le maximum pour la réduction de ces cas de noyade-là. Malheureusement, le message ne passe pas. On essaie quand même, nous et les sapeurs, de faire passer le message en organisant ce gala. Voilà, en fait, quand vous organisez un match de football, les gens vont venir, alors nous allons passer le message. Pour éviter d'autres victimes, l'adjudant Chérif Ndir de la brigade nationale des sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies opte pour qu'on renforce la sensibilisation au niveau des plages. Parce que tout récemment, donc, la sensibilisation donc, dans les cas de noyade a été donc, attaquée, commencée. La population donc, à être encore plus prudente au niveau donc, des plages. Pour renforcer la sensibilisation au niveau des plages, sapeurs-pompiers et maîtres nageurs se sont donné la main, d'où la tenue de ce match de gala qui n'est qu'une première activité parmi tant d'autres. On a vu que les parents manquent un peu de moyens pour appuyer leurs enfants ou de les amener quelque part pour s'épanouir durant les vacances. C'est pour ça qu'on a mis en place cette ETE pour aider un peu les enfants à les sensibiliser sur le civisme et aussi de lutte contre la drogue et l'hygiène et cadre de vie, car on voit que notre environnement, ça manque beaucoup de choses. On manque d'infrastructures et beaucoup de choses dans notre commune. Les enfants sont au nombre de 70. On a vu que la nuit, les jeunes enfants sont dans la rue. À l'âge de 13 à 16 ans, de minuit jusqu'à 2 heures du matin, ils font des jeux de cartes. Et c'est pas bon. Ou bien, ils vont à la plage la nuit. Sur ça, on a vu des cas de noyade. Et la majeure partie des jeunes qui sont noyés sont dans la banlieue. Et aussi que nos enfants sont en train de se perdre leur chemin. Et ils prennent la drogue. C'est pour ça qu'on a mis en place cette ETE pour un peu leur éveiller la conscience que la route qu'ils ont empruntée, ce n'est pas le bon. La révocation du maire de Dakar n'a aucun caractère illégal. C'est la ferme conviction de la secrétaire nationale chargée de l'animation et de la propagande de l'APR. Sophie Ndiaye Sissoko renseigne que le président de la République aurait pu prendre ce décret de révocation dès que la condamnation de Khalifa Sall avait été prononcée en première instance. Khalifa est un frère, un camarade. Moi, je le connais personnellement. C'est un grand Sénégalais. Et depuis qu'il est en prison, malgré le brouhaha que les gens ont fait, il a continué à jouer son rôle de maire. Le verdict n'était pas tombé, mais malheureusement, quand le verdict est tombé, il a perdu tous ses droits civiques. Et quand on perd tous les droits civiques, on ne peut même plus, 30 minutes après, être maire ou être ministre ou député. Ce n'est pas la personne de Khalifa qui importe, c'est la justice ça, ce n'est pas le président Macky Sall. Il faut voir qu'il y a 1 an et demi qu'il est là et personne ne l'a fait. Pour la secrétaire générale départementale des femmes de l'APR à Pékin et non moins présidente des femmes de Djiddah Thiaroye Kao, l'heure est à la collecte de signatures pour le parrainage en faveur de Macky Sall et la machine est déclenchée dans sa commune. Le quota de Djiddah Thiaroye Kao est de 14 100. Nous avons commencé depuis longtemps. Depuis que les députés ont voté la loi, nous avons eu qu'il y a un travail qui nous attendait. Il y a aussi une campagne de sensibilisation qui suit cette inscription, puisqu'il ne faut pas se faire inscrire 2 fois, par risque de se faire emprisonner ou bien par risque d'avoir une amende. D'autre part, Sophie Ndiaye Sissoko prédit la mort du PDS à Djiddah Thiaroye Kao qui, en l'en croire, perd du terrain dans la commune avec une cascade de ralliement vers l'APR à l'image de Maïmouna Sène et ses militants.
il y a des ferveurs incomparables. Des chants qui résonnent plus que d'autres. Des rendez-vous qu'on ne raterait pour rien au monde. Il y a ces noms qui nous font rêver. Mais ce sont surtout ces gestes, ces inspirations, ces éclairs de génie qui nous font vibrer tous les week-ends. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Ligue des Champions. Cette année encore, le meilleur du foot est à vivre sur les chaînes Canal+ Sport. Le spectacle ne s'arrête jamais sur les bouquets Canal+. Vivez le retour de toutes les grandes compétitions en haute définition sur vos écrans. Et désormais, le décodeur HD passe de 35 000 francs à 15 000. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Toute la joie et le plaisir de conduire une voiture avec EMG Universal Auto, le concessionnaire multimarque numéro 1 au Sénégal. Sénégal finance le cas de Ecobank. On en parle sur ce plateau de l'essentiel avec M. Famara Ibrahim Cissé. Il est le président de ASIF, mais également avec M. Habib Ndao. Il est le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Alors, monsieur Ndao, si je suis un peu la logique de M. Cissé, est-ce que ce n'est pas quelque part le Sénégalais qui est réfractaire au changement? Je vais expliquer plus clairement la mission de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Cet observatoire a été créé par l'État du Sénégal en 2009. Son rôle, c'est accompagner les populations à avoir confiance dans les systèmes financiers. En quoi faisant? En faisant ce qu'on appelle de la formation, de l'information, de donner aux clients la vraie information, de tirer la sonnette d'alarme au niveau des banques pour qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information entre les banques et les clients. Et puis en plus, dérouler un programme d'éducation financière. Et à notre sein, nous avons un dispositif de médiation financière et bancaire. C'est-à-dire que tout client qui a un problème avec une banque, une microfinance ou une compagnie d'assurance, l'Observatoire vous prend en charge et vous ne payez rien du tout. Et l'Observatoire, c'est l'État du Sénégal. Compte tenu du fait qu'il y a un gap entre, je parle du pouvoir entre les institutions financières et les usagers des services financiers, l'État du Sénégal a mis en place cet observatoire pour accompagner et donner une sorte de confiance des usagers vis-à-vis du système financier, parce que tout le monde y gagne. Une fois qu'on a le système financier assaini, ce qui est le cas, et que les populations se sentent accompagnées par l'État du Sénégal, il est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus d'inclus financièrement, beaucoup plus de transactions qui naguère étaient en dehors du circuit financier. Ces transactions financières vont aller à l'intérieur du système. Qu'est-ce qui se passe? Au Sénégal, il faut connaître le contexte. Nous avons 25 banques et 4 établissements de crédit environ qui ont distribué, qui ont injecté dans le marché au 31 décembre 2017, 4 200 milliards, plus 4 200 milliards de crédits distribués. J'aime bien quand le syndicaliste actif pointe du doigt les imperfections des banques, mais aussi, il n'oublie pas que sur ces 4 200 milliards investis, injectés sous forme de crédit par les banques, il y a 680 milliards en souffrance. C'est-à-dire que les clients des banques n'ont pas payé. Bon, j'entends jamais l'actif à mon frère en parler, mais ça, c'est quand même alarmant, parce que ça, c'est le système. Nous avons près de 5000 personnes qui travaillent dans le circuit bancaire, 5000 employés de banque. Bon, évidemment, il y a des contrats à durée déterminée, il y a des contrats intérimaires, tout cela c'est vrai, mais il y a 5000 personnes. 427 à peu près GAP ou agences, pratiquement sur le territoire national. C'est sûr qu'il y a des imperfections. Et nous, au sein de l'Observatoire, on essaie de corriger ça. Il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis des banques, le surendettement,
il en sait quelque chose. Nous avons réglé, nous, en tant qu'observatoire de la qualité des services financiers, des personnes qui ont eu des problèmes de surendettement avec les banques. Nous avons réglé ça en amont. En quoi faisant? En faisant ce qu'on appelle de la prévoyance, des programmes d'éducation financière. Et nous avons aussi favorisé le développement du BIC, qui remplace la centrale des risques, qui est un outil qui permet d'éviter le surendettement. En ce qui concerne la mobilité bancaire, ça coûte très cher, il l'a très bien dit. Les problèmes qu'il pose sont réels. Mais l'État du Sénégal a pris les devants de concert avec la Banque centrale pour jouer le rôle d'interface entre les usagers et les opérateurs financiers. Parce que tout le monde y gagne. Est-ce que M. Ndao, l'État n'est pas le premier spolieur de ses consommateurs quand on sait que les taux sont très élevés? Oui. Quand on nous parle aujourd'hui de bancarisation, ce qu'on recherche, c'est vrai, il faut une masse financière qui permettrait d'oxygéner le marché financier, mais c'est beaucoup plus pour aider l'État à diminuer sa facture auprès de ses partenaires européens, notamment la Banque centrale de France. Parce que moins on a d'argent donc en circulation liquide matériel avec ces moyens de paiement électronique, mais plus l'État se refusera à commander de l'argent puisque ces billets de banque, on les commande ailleurs. Non, à ce niveau, ce n'est pas l'objectif de l'État. L'objectif de l'État, quand il poursuit l'inclusion financière, c'est au bénéfice finalement des populations. Je m'explique. Un État a deux sources de financement. Soit de par l'augmentation des impôts, et si ce n'est pas suffisant, l'autre bras armé, c'est que le système financier doit participer au financement de l'économie. Et le financement de l'économie à l'heure actuelle par les banques au Sénégal représente 36%. C'est-à-dire que l'État a deux leviers sur lesquels, en dehors de l'endettement, parce qu'il y a la fiscalité d'abord, si ce n'est pas suffisant, l'État s'endette, mais à côté de cela, l'État compte sur le système bancaire pour le financement de son économie. Et avec la mise en place de l'observatoire qui donne confiance aux populations pour intégrer le système financier, ouvrir des comptes bancaires, souscrire à des polices d'assurance, ça permet non seulement l'augmentation du portefeuille, mais en plus, l'État y gagne parce que toutes ces masses d'argent qui circulaient naguère en dehors du système financier n'étaient pas fiscalisées. Les transactions Sandaga, tout ça, ne sont pas fiscalisées. Alors, si on pousse le maximum de population à s'inclure financièrement parlant, il va y avoir une augmentation des recettes fiscales pour l'État. Mieux, le monde entier est confronté au problème du terrorisme. Avec cette inclusion financière, ça permet à l'État de tracer, ça permet la traçabilité des opérations suspectes. Il y a une perception malheureusement négative auprès des populations. Ils disent, oui, si vous amenez votre argent à la banque, on vous demande, faut que Dieu, où est-ce que vous avez pris ça? Non. Si vous avez une activité légale et licite, allez à la banque ouvrir, quel que soit le montant, pour donner les justificatifs. Si vous ne pouvez pas donner des justificatifs, il faut... On peut être d'accord sur une chose. Dans le système bancaire, aucun service n'est gratuit. Ça, c'est vrai. Et ce dont parlait tout à l'heure M. Cissé, ces services sont chèrement payés. Justement, c'est la raison pour laquelle l'Observatoire de la qualité des services financiers, avant que je ne vienne, après avoir fait des études et des enquêtes, a poussé la Banque centrale à proposer les 19 mesures de gratuité. C'est-à-dire qu'il y avait des services qui, jadis, étaient facturés et qui n'avaient pas de sens. Par exemple, le droit à l'information, c'est un principe universel. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur votre compte, vous ne devez pas payer. Et la Banque centrale, avec l'Observatoire de la qualité des services financiers, ont envoyé des missions pour surveiller. À chaque fois d'ailleurs que l'ACSIF tire la sonnette d'alarme, la Banque centrale a envoyé des missions pour vérifier l'effectivité des 19 mesures de gratuité des services, qui n'est qu'un pan. L'autre pan va suivre après. Alors il faut savoir que les banques représentent dans l'économie ce que le sang représente dans l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas fonctionner sans le sang.
L'obligation de l'État, c'est d'abord de veiller à la solidité du système bancaire, ce qui avait été fait depuis 1982, et puis à ce que les clients gardent et confiance. Moi, je comprends bien, l'ACSIF est dans son rôle de protection, vraiment de protection ardue et continue. Mais nous travaillons ensemble dans le cadre de la médiation. Toute personne, et je le dis solennellement ici, qui a un problème avec une compagnie d'assurance, une compagnie de bancaire ou microfinance ou la poste, vous venez à l'observatoire ou vous passez par l'ACSIF ou la SUP. Nous prenons en charge ce dossier et Dieu seul sait qu'on en a réglé beaucoup. Et c'est gratuit en plus. Les personnes ne payent des frais à l'observatoire qui se charge d'être le watchdog, comme on dit en anglais, le gardien et en même temps l'avocat des usagers des services financiers. Maintenant, vous avez parlé du taux de bancarisation qui est à 19%. D'accord. Nous, on va au-delà. On parle maintenant de taux d'inclusion financière qui est à 73%. Parce que le taux de bancarisation, c'est uniquement les clients de banque. Le taux d'inclusion financière de 73%, c'est comme on est chez Johnny, c'est les émetteurs de monnaie électronique. Quelqu'un qui utilise de manière récurrente 3 fois, un adulte qui utilise de manière récurrente les émetteurs de monnaie électronique, ce taux est basé sur le nombre de personnes. Il y a 5 500 000 utilisateurs de monnaie électronique. L'année dernière... Pour une pénétration de plus de 150%. Voilà. Et l'année dernière, il y a eu 150 millions de transactions en monnaie électronique. C'est-à-dire hors circuit bancaire, mais en monnaie électronique. D'accord. Alors, il a parlé tout à l'heure des 19 mesures de gratuité. Vous êtes au niveau du secteur. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est effectif, ces mesures sont effectives au niveau des banques? Ces mesures-là ne sont pas totalement effectives, mais permettez-moi tout d'abord de confirmer ces dires sur plusieurs points. Ils sont en train de mener une activité pour soulager les populations dans le sens de prendre en charge les réclamations, les plaintes. Je donne un exemple pour dire que les 19 mesures de gratuité qui ont été édictées par la Banque centrale et qui devaient entrer en vigueur depuis le 1er octobre 2014, jusqu'au moment où je vous parle, beaucoup de ces mesures ne sont pas appliquées. Je donne l'exemple des SMS que vous recevez, qui devaient être gratuits. Les SMS, non. Moi, je suis dans une banque où l'SMS m'est facturé à 800 francs. Arrivons. Donc, les SMS sont en train d'être facturés, les relevés de compte sont en train d'être facturés, parce que dans les mesures, il est dit que si vous demandez un relevé de compte dans un premier temps, il vous est donné gratuitement, mais si vous revenez pour demander encore un autre relevé de compte le même mois, on vous facture. Mais ce que nous constatons, c'est que tout azimut, le relevé de compte, dès qu'il est demandé par le client, il est facturé de facto. Donc, plusieurs mesures aujourd'hui qui ne sont pas respectées par les institutions bancaires, mais ce qui est plus grave, ce sont les institutions de microfinance qui ne respectent rien de ces 19 mesures. Bon, c'est normal s'ils disent qu'ils n'ont pas été associés aux discussions, ils ne sont pas concernés par ces 19 mesures de gratuité, mais je pense que ces institutions de microfinance devaient être concernées par ces 19 mesures de gratuité. Il y a beaucoup de services qui devraient connaître une certaine gratuité à la banque. Le chéquier devrait être gratuit. Même la carte GAP, moi je me dis que la carte doit être gratuite. Je vous dis pourquoi. La carte GAP arrange plus le banquier que le client. Parce que s'il n'y avait pas de carte GAP, tout le monde irait au guichet. Et là, la banque serait obligée de recruter du personnel, de louer des installations, de payer des charges, etc. Ça aurait plus compliqué le service. Plus compliqué le service. Le fait de mettre en place un outil qui permet au client d'accéder à son compte à tout moment permet à la banque de désengorger et de se soulager vis-à-vis de certaines charges. Par conséquent, la carte GAP, à défaut d'être gratuite, devrait être à bas prix. Vous savez, nous avons un problème. Mais si vous savez que le database, quand même, il coûte cher, c'est un investissement. Vous me dites que le SMS doit être gratuit.
Ça, c'est le back-office. Il y a tout un personnel derrière. Il faut quand même faire un peu de customer relationship management où vous avez la fiche clientèle à remplir, à actualiser tout le temps. C'est tout un serveur qui travaille. Je crois qu'il y a de l'électricité, il y a les frais de conditionnement. Je crois peut-être que 800 c'est cher, mais au moins on peut. Je vous dis, ça doit être facturé. Le SMS arrange plus le banquier que le client. Si vous ne recevez pas de SMS, vous êtes obligé d'appeler. Vous appelez, Amina appelle, moi j'appelle, tout le monde appelle, mais ils ne vont plus fonctionner. Les banques ont des numéros verts. Les banques ont des numéros verts. Malheureusement, pour le cas de Ecobank, qui est en train de dématérialiser, mais vous appelez, vous payez, il n'y a pas de numéro vert. Ceux qui sont à Kolda, qui aimeraient prendre un prêt, sont obligés d'appeler. Et quand ils appellent, ils payent cher parce que c'est un serveur qui est là, qui ne reçoit pas automatiquement le client, qui lui demande de patienter, d'attendre. Et de facto, le client perd énormément d'argent pour prendre un crédit. Et ça doit figurer dans le taux effectif global. C'est le coût, c'est l'expression de la réalité financière. C'est le coût de l'argent. C'est le montant qui reflète le coût réel de l'argent. Si j'appelle plusieurs fois, je me déplace plusieurs fois pour avoir un prêt, mais tous ces frais devraient être inclus dans le calcul du taux effectif global. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Ça ne suffit pas. Alors nous reviendrons, ce sera juste après le journal de la culture présenté par Fatima. Fatima Diop, merci à vous pour ces informations. Alors Famara, pourquoi ces services bancaires sont moins chers en Europe qu'en Afrique, je ne sais pas, au Sénégal? C'est le problème que nous avons avec nos banques sénégalaises, les banques qui se sont installées au Sénégal. 3 problèmes. Un problème de coût, la cherté des services, des taux d'intérêt, etc. Nous avons aussi un problème de transparence avec ces banques-là. Je donne l'exemple des GAP, qui ne sont pas outillés de caméras de surveillance. Nous recevons énormément de plaintes parce que tout simplement, un client vient, il fait une opération, l'opération échoue, il est débité à tort. Rien ne peut justifier ce débit à tort. Le client, il court derrière son argent, il n'arrive pas à l'avoir. La banque, s'il s'agit d'Ecobank, je reviens encore pour Ecobank, Ecobank lui dit d'attendre 45 jours. Imaginez-vous un père de famille qui vient à la fin du mois pour percevoir, parce que le GAP a des anomalies, il fait une opération qui échoue, il est débité à tort, il faudrait qu'il poireaute pendant 45 jours. 45 jours où il va passer tout son temps à s'endetter auprès du boutiquier, auprès du commerçant, etc. Ce qui n'est pas normal. Donc réellement, il y a un problème de transparence, un problème de coût, mais surtout un problème de qualité de service. Il faut que les banques donnent des services de qualité. Vous demandez un relevé de compte, le relevé de compte doit être disponible dans les 48 heures qui suivent. Vous demandez une attestation d'engagement ou une attestation de non-engagement, mais l'attestation ne doit pas prendre 1 mois, 6 mois. Nous avons reçu des plaintes, des réclamations de clients qui nous disent qu'après demande, après paiement intégral de la somme demandée pour l'attestation d'engagement, ils sont à leur 6e mois sans entrer en possession de cette attestation d'engagement ou de non-engagement. Mais est-ce que nous avons des services de contrôle assez stricts pour... Moi, c'est ça la question. On a cet observatoire que dirige M. Ndao, on a l'association des professionnels des banques et établissements financiers, on a la BCAO, et puis derrière, il y a les syndicats, vous êtes là, et derrière, les mêmes récriminations... C'est les mêmes problèmes qui reviennent. Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Malheureusement, les banques ne font rien pour améliorer le système parce que nous, les plaintes que nous avons, nous les partageons avec l'Observatoire. J'avoue qu'ils sont en train de faire correctement leur travail parce qu'ils sont en train de suivre et de traiter les plaintes. Mais sur le terrain, il faut remarquer que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Les taux d'intérêt coûtent excessivement cher. Les agios, encore une fois, peut-être que je serai critiqué sur la question, mais imaginez-vous à la fin de chaque mois, c'est mensualisé, tous les salariés, toutes les entreprises engrangent ou bien rassemblent une manne financière très importante que l'on donne gratuitement aux banques sous forme d'agio. Imaginez-vous un peu, à la fin de chaque mois, tous les salariés
toutes les entreprises payent des agios. Et moi, je pense, c'est ma conviction des choses. Si vous prenez quelqu'un, vous êtes employeur, vous prenez un employé. Pour payer cet employé-là, c'est à vous de prendre quelqu'un qui va payer cet employé. C'est vous qui devez prendre les charges de paiement de cet employé, parce qu'il travaille pour vous. L'État a les fonctionnaires qu'il a bancarisés, mais pour payer ces fonctionnaires, l'État ne paye pas la banque. C'est le client qui supporte des agios, qui paye pour être payé. Je ne sais pas si vous avez un peu compris l'esprit qui m'anime. Moi, je pense que les agios, à défaut d'être supprimés, doivent être réduits. Les agios doivent être réduits. Mais 6 000 francs, 7 000 francs pour un salaire de 80 000, de 60 000, vous voyez comment ça pèse sur le travailleur, ça pèse sur le client. Mais est-ce que votre combat n'est pas perdu d'avance? Parce que moi, je me rappelle la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'est les mêmes problèmes vous les avez dénoncés ici. Mais jusque-là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Si pourtant. Oui, il y a eu des évolutions. Parce que vous savez, nous, si nous recevons une plainte, nous la partageons avec l'Observatoire. De notre côté, nous faisons notre travail. L'Observatoire aussi est en train de faire son travail. Nous sentons la pression qui pèse actuellement sur les banques. La Banque centrale aussi est en train de faire son travail dans ce sens-là. Mais il reste beaucoup à faire parce que les choses devraient évoluer. Évoluer dans le sens de soulager les clients. Parce que le pouvoir d'achat du client est en train de baisser à la banque. Alors que le pouvoir d'achat ne devrait pas être baissé. C'est pourquoi là, nous arrangeons l'État. Parce qu'aujourd'hui, si le client, si les SMS sont gratuits, si beaucoup de services bancaires sont rendus gratuits, mais le pouvoir d'achat du client va augmenter et au grand bénéfice de l'État qui va tout simplement voir ses... Mais Michel Ndao, est-ce qu'aujourd'hui les banques ne sont pas devenues trop puissantes? Les banques, depuis l'Antiquité, ont été toujours très puissantes et très fragiles. C'est une puissance fragile. Je vais vous expliquer pourquoi. Une banque, c'est les 3 C, crédibilité, comme je vous l'ai dit, capital, crédibilité et confiance. Les banques ont tout intérêt à jouer le jeu des consommateurs. Parce qu'à vouloir trop tirer sur la corde, on risque de casser la relation client-banque. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut comprendre que l'État du Sénégal n'a pas laissé seuls les consommateurs de services financiers, ou plus précisément les usagers des services financiers. Dans un premier temps, l'État a créé l'Observatoire de la qualité des services financiers qui fait de la médiation financière, de la médiation bancaire et de la médiation assurance en cas de litige entre un consommateur, un utilisateur de services financiers. Ça, c'est un. L'objectif donc de cet observatoire, c'est de clarifier les relations entre les clients, les usagers et les opérateurs. Par exemple, nous savons qu'il y a les informations, il y a des contrats d'adhésion. Au moment où vous ouvrez un compte, il y a des contrats unilatéralement élaborés par les banques que signent les clients. Et nous avons constaté à partir de nos enquêtes et de nos études que les clients signent sans pourtant regarder le contenu. Il n'y a pas de fraude. Les banques ne font pas de la fraude. C'est qu'ils vous donnent un dossier à lire, mais le réflexe du client qui va avoir un crédit, c'est de vite signer et de disposer du crédit. Oui, mais est-ce qu'il est facile aussi de lire et de comprendre tous ces documents? Parce que quand vous partez à la banque pour entrer ou bien pour ouvrir un compte, ils vous donnent vraiment beaucoup de documents à signer. Voilà. Finalement, ils vous disent non, madame, signez juste, c'est pas... Lui est approuvé. Voilà. Oui. Lui est approuvé. Oui, et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'économie, des finances et du plan et l'Observatoire de la qualité des services, nous développons en ce moment ce qu'on appelle un modèle harmonisé de convention de compte, c'est simplifié en plus. C'est-à-dire que le client, il va tout de suite comprendre quels sont ses droits et quelles sont ses obligations au moment d'ouvrir un compte. Monsieur Ndao, je veux dire, ça c'est on accompagne ça. Vous avez beau vous battre pour que la qualité soit au rendez-vous, oui, que les services soient moins facturés, moins taxés. Mais quand à l'origine, l'État n'a pas ce droit de veto au niveau de la BCEAO qui centralise tout,
et qui nous dit comment ça doit fonctionner, ça pose problème. Notre compatriote Baba Diaw Itok, qui monte une banque, n'a pas aujourd'hui le droit de dire je peux octroyer des comptes, des crédits à des compatriotes à un taux de 2%, 3% par exemple. Est-ce que ça, à l'origine, ce n'est pas un problème? Quelle que soit votre magnanimité, quelle que soit votre générosité, bon, il vous faut aller à un certain taux, parce que c'est fixé d'avance. Vous parlez des taux d'usure qui sont de 15% pour les banques et 24% pour la microfinance. Vous savez, on est dans un traité communautaire. Ce n'est pas juste ce taux qui est appliqué ici au Sénégal. Je parle de la BCEAO. Voilà. Ce qui se passe, c'est que la libéralisation de l'activité bancaire crée une saine émulation de la concurrence entre les banques. Ce qui fait que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a le contrat d'adhésion, mais il peut y avoir un contrat synallagmatique, c'est-à-dire que vous pouvez voir votre banquier et négocier des conditions pour vos opérations. Je donne un exemple. Si vous avez une très bonne signature, vous pouvez voir votre banque et lui dire, écoutez, moi on m'applique date de valeur jour J, c'est-à-dire je verse de l'argent aujourd'hui, l'argent est disponible, vous ne pouvez pas m'appliquer certains principes comme date de valeur veille, etc. Vous pouvez dire à votre banque, non, moi je ne vais pas prendre ce taux, vous allez m'appliquer celui-là, parce que vous avez une bonne signature. Et le problème de toutes les sociétés, les grosses sociétés, c'est que les conventions de banque ne sont pas cachées. Ils sont affichés, c'est-à-dire que, comme on appelle ça encore, la liste des frais et commissions, il y a une obligation légale et toutes les banques respectent cela. C'est affiché dans les halls. Conditions générales de banque. Oui, ce qu'on appelle les conditions générales de banque. Vous pouvez négocier, vous pouvez aller voir votre banquier et négocier. Et ça devient un contrat qui n'est pas en contradiction avec le contrat d'adhésion. Parce que si vous vous entendez avec votre banque, qu'on vous prélève, par exemple, qu'on vous prélève des frais inférieurs aux frais communément prélevés sur une telle ou telle opération, si la banque l'accepte et si, je ne vois pas d'inconvénient. Les gens ignorent qu'ils ont cette possibilité de venir négocier avec une banque, même pour un emprunt. Nous tous, on peut avoir le même salaire et ne pas avoir le même taux. Les taux d'usure, c'est des taux de référence. Et actuellement, ce que nous nous battons pour que le taux effectif global, parce qu'il sait de quoi je parle, qui est le taux effectif que vous allez payer au moment de calculer les intérêts, ce taux effectif global, nous voulons que ça figure en amont, c'est-à-dire qu'avant même de contracter un crédit, que vous sachiez qu'à la fin, vous allez payer un taux effectif global de tel ou tel montant. Voilà. D'accord. Alors, la suite de l'essentiel, ce sera juste après le 19h45. Restez avec nous et à tout à l'heure. Dernière partie de l'essentiel Sénégal Finance, le cas de Ecobank. On en parle sur ce plateau avec M. Famara Cissé. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, je rappelle qu'il est le président de ASIF, mais également avec M. Habib Ndaoum, qui est le directeur exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Alors, Famara, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui régler ce différend entre l'État du Sénégal et Ecobank, parce que quand même ça date de très longtemps finalement, depuis le problème avec les étudiants de Saint-Louis qui a occasionné la mort de Falousem, et encore aujourd'hui, est-ce que l'État ne devrait pas régler définitivement ce problème pour sécuriser une bonne fois pour toutes les fonctionnaires qui sont au niveau de cette banque? Effectivement, c'est ce que nous réclamons, parce que nous sommes des travailleurs et que l'État paye après service effectué. Par conséquent, après service effectué, nous sommes en droit de réclamer notre dû. Il n'est pas normal, il n'est pas question qu'au moment de percevoir que la banque nous dise que l'État nous doit de l'argent, il faudra que vous patientez. Au même moment, toutes les autres banques du pays étaient en train de payer les travailleurs. C'est une situation dramatique. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous demandons à l'État du Sénégal de prendre la plénitude de ses responsabilités pour que pareille situation ne se reproduise pas. Ce n'est pas le seul problème avec Ecobank. Comprenez qu'avec Ecobank, les clients qui y sont veulent vraiment quitter parce qu'il n'y a pas de qualité de service. Pour la moindre opération, vous êtes obligé d'appeler. Parce que
au niveau des départements, au niveau des régions du pays, Ecobank est dans une phase de dématérialisation. Ecobank a rappelé tous ses gestionnaires de comptes. Donc il n'y a plus cette affinité, il n'y a plus cette chaleur entre le client de Ecobank et son gestionnaire de compte. Il est obligé de prendre son téléphone, d'y mettre du crédit et d'appeler. Et là, appeler aussi ne veut pas dire régler le problème parce qu'il patiente, il est obligé d'attendre. Et on lui dit parfois que vous ne pouvez pas avoir un découvert ou bien vous ne pouvez pas avoir un prêt parce que nous sommes dans des difficultés et il va falloir que vous patientez jusqu'à la fin de l'année. Ecobank l'a dit à beaucoup de clients qui ont demandé à avoir un prêt et Ecobank leur dit d'ici au 31 décembre, vous ne pourrez pas avoir de prêt. Donc attendez. Ces clients-là veulent quitter parce que je pense que l'obligation de la banque, c'est de donner des prêts. Hein. La banque est là pour octroyer des prêts. Si vraiment les garanties sont là et que le client a une bonne signature, pourquoi ne pas lui donner des prêts? Les clients ont tendance à aller ailleurs. Mais pour quitter Ecobank, c'est la croix et la bannière. Le client est obligé de payer une attestation d'engagement, une attestation de non-engagement. S'il avait un crédit en cours, il est obligé de payer des pénalités de remboursement par anticipation, ce qui est extrêmement grave. Imaginez-vous, vous voulez quitter une banque, et ça c'est à l'image de toutes les autres banques qui le font, et ce n'est pas normal. Imaginez, vous voulez quitter une banque, vous avez un engagement, oui. Vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas besoin de l'attestation d'engagement, la banque ne doit pas vous obliger à payer l'attestation d'engagement parce que c'est un service bancaire. Vous pouvez tout simplement prendre votre tableau d'amortissement, l'amener dans l'autre banque, la banque d'accueil, et que cette banque-là, entre banques, rachète le crédit. Mais ce qui se passe, c'est que les banques vous obligent à payer un service auquel vous n'avez pas besoin. Mais si vous acceptez de payer ce service-là qui coûte excessivement cher, 58 500, 87 000, 90 000 attestations d'engagement, mais pour entrer en possession de ce papier, mais il y a des clients qui restent 1 mois, 2 mois pour avoir ce papier, alors que c'est un simple papier qui dit vous devez tant à la banque et que votre gestionnaire de compte pouvez vous produire en moins de 24 heures. Une manière de retenir le client. Il a son attestation d'engagement, le banquier lui dit oui, même si vous allez rembourser, vous n'allez pas rembourser le capital restant dû. Vous allez rembourser le capital restant dû, plus des pénalités de remboursement par anticipation. Je vous dis, les pénalités de remboursement par anticipation, il y avait des banques qui demandaient l'intégralité des intérêts échus et à échoir. C'est-à-dire les intérêts à venir que le client n'a même pas consommé, lui étaient facturés. Nous nous sommes battus. Et à un moment donné, ils étaient à 10% de l'encours, c'est-à-dire que 10% de pénalité de l'encours qu'on grévait sur le montant. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, ils sont à 3% de l'encours. Ce n'est pas normal avec 3%. Vous savez pourquoi? C'est à la décharge de Ecobank rapidement, parce que le temps qui nous reste... vous dites que Ecobank est dans la dématérialisation, donc phase transitoire. Vous l'acceptez? Effectivement. Les problèmes de Ecobank seraient peut-être donc dus à des problèmes techniques, migration technique. Ils sont en train, la banque panafricaine est en train de quitter un volet pour aller ailleurs. C'est le système, c'est le mécanisme qui change. Est-ce qu'on peut le comprendre et le tolérer? Non. Non, quant à retenir des salaires pendant 72 heures, là, au Sénégal, on ne peut pas tolérer cela. Vous savez pourquoi? Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Vous voulez dématérialiser, mettez les mesures d'accompagnement. Faites plusieurs GAP, mettez sur place des GAP dans la banlieue, dans les régions, etc., dans les lieux les plus reculés. Organisez en sorte que les clients soient sensibilisés sur la carte. Parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation sur la carte GAP ne passe pas. Parce que beaucoup de gens prennent la carte sans l'utiliser. Parce que non seulement ils ne savent pas l'utiliser. Il n'y a pas d'éducation dans ce sens. Deuxièmement, même s'ils savent l'utiliser, c'est des problèmes. Parce que pour accéder à son compte, c'est la croix et la bannière. Les GAP tombent régulièrement en cas. Pour voir un GAP dans la banlieue ou bien à l'intérieur du pays, dans les départements, c'est la croix et la bannière. Et que Dieu nous en garde. Si vous introduisez votre carte dans un réseau qui n'est pas le réseau de votre banque, là, vous payez des pénalités. Oui. Vous payez des pénalités extrêmement lourdes. Il faut que les banques harmonisent leur GAP. Je prends un département comme peut-être Sédhiou ou bien Goudomp, là où parfois il n'y a pas pratiquement beaucoup de banques. Et que moi, je suis au niveau de Ecobank, il n'y a pas Ecobank. Mais il faut qu'on me permette d'utiliser la carte GAP.
sans frais au niveau des gaps qui existent dans la localité. Donc une harmonisation, parce que moi nous l'interbancarité se paye. Exactement. Mais l'interbanque, mais ça coûte cher. Qui supporte, c'est les clients. Oui. Donc la carte GAP, on ne voit pas ça. C'est que vous permettez à M. Ndao de ne pas répondre à une question essentielle. Non, vous lui permettez de ne pas répondre à une question essentielle. Moi qui suis à Sédhiou, je ne vois pas l'efficacité de la carte s'il n'y a pas de GAP à Sédhiou. Ou bien s'il n'y a pas de GAP harmonisé à Sédhiou. Je ne vois pas l'efficacité de cette carte-là. Maintenant, si on m'impose le paiement de cette carte-là, dont la durée de vie est très courte, il faut le dire, 2 ans. La durée de vie de la carte. Amina parlait tout à l'heure de Fallocène, paix à son âme et tout. Mais M. Ndao, ce problème Ecobank, c'est vrai, ils ont des problèmes techniques, tout ce qu'on veut, ils sont en pleine migration. Mais est-ce que ça ne cache pas ou ça ne met pas à nu les problèmes de trésorerie de l'État du Sénégal qui doit à cette banque quand même plusieurs milliards de francs CFA? Non, et Ecobank ne réagit pas. Non, à ce niveau, c'est extrêmement, même à la limite, c'est inimaginable. L'État du Sénégal... Les 26 milliards dont on parle... Non, l'État a des dettes. L'État a des dettes, mais écoutez, la trésorerie de l'État du Sénégal, elle est saine en ce moment parce qu'on vient de recevoir les eurobonds pour 1200 milliards. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc vous allez payer notre taux d'endettement... Non, ça c'est peanuts, comme disent les Anglais. Ce que l'État du Sénégal doit à Ecobank ne constitue pas quelque chose de très consistant. Et ce n'est pas l'objet de toutes les problématiques dont on parle depuis ces temps-ci. Il y a eu évidemment des défaillances dans le système avec les bourses des étudiants, c'est vrai. Mais grosso modo, il faut comprendre que Ecobank est une banque solide. D'abord, l'ensemble des pays de l'UEMOA, les banques sont solides. Liquide, solide. Ecobank le groupe a distribué près de 5700 milliards groupe, plus que le budget du Sénégal, ce qu'ils ont injecté comme crédit au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. Ils ont à peu près un bénéfice groupe consolidé de 126 milliards. Donc Ecobank est une banque solide. Je ne suis pas là pour défendre les banques, mais je rétablis la réalité. Ce n'est pas une banque sénégalaise, c'est une banque continentale. Il y a des difficultés dues à une migration d'un système d'information vers un autre système, et ça pose des problèmes. Maintenant, que fait l'État du Sénégal face au système bancaire? Je ne parle même pas de la BCEAO, parce que moi je suis là en tant qu'observatoire de la qualité des services financiers, et j'observe et nous observons à travers des enquêtes, des études, et nous savons ce que nous disons. Et il n'y a pas de problème de trésorerie au Sénégal, il n'y a pas de problème de banque au Sénégal. Les problèmes qui se posent, c'est la qualité des services à améliorer. Je commence par une chose. Le personnel d'accueil dans les banques est un personnel qui doit être mieux formé. Le front office. Parce que quand quelqu'un n'a pas son salaire, il vient vous voir, vous lui dites que oui, l'État du Sénégal doit de l'argent, c'est pourquoi on ne paye pas les salaires. Ça, c'est une information même à la limite de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas allé à l'école. Parce que l'État, on ne peut pas compenser les dettes de l'État sans son accord. Ça, c'est un. Ils ont donné l'information, le front office, donc les agents de guichet ont donné l'information, mais ce n'était pas l'information officielle. Au-delà de l'information officielle, la réalité est que eux, c'est le groupe, c'est le système d'information du groupe, donc l'ordinateur central du groupe qui allait être redémarré et qui a pris du temps parce qu'ils ont eu un bug. Ça arrive, les machines tombent en panne. Mais que les populations sachent que les banques sont leurs alliés. D'accord. On ne peut pas vivre sans banques et les banques ne peuvent pas vivre sans les populations. Et nous jouons le rôle d'interface. Juste une dernière question. Si la banque reste 172 heures sans verser le salaire des fonctionnaires, est-ce qu'en retour, ces fonctionnaires ne devraient pas être indemnisés? Ah non, s'il y a une volonté manifeste de rétention, mais ce n'était pas le cas. C'était un cas de force majeure. Le système d'information qui a bugué, et c'est pas 72 heures parce qu'ils ont reçu les OP le jeudi, ils ont commencé à traiter le vendredi. Le système d'information groupe a eu une panne, voilà, un bug, et les salaires ont été payés le lundi.
Donc à partir du dimanche d'ailleurs, quand on a relancé la machine, avant même l'ouverture de l'agence. D'accord, Famara, juste pour c'est une excellente question. Moi, je pense que les salariés devraient être indemnisés parce que ce qui est valable pour la banque doit être valable pour le client. Vous savez que si vous devez payer le 7, vous veniez le 8 ou le 9 ou le 10, la banque vous met des pénalités. Ça doit être réciproque. Parce que celui qui vient le 9 pour payer, c'est parce que c'est indépendant de sa volonté. S'il avait l'argent le 7 ou bien s'il n'avait pas ces problèmes-là le 7, il aurait dû venir payer. Mais il a accusé un retard. Le retard se paye à la banque. Pourquoi cela n'est pas réciproque? C'est là où nous ne sommes pas d'accord. La banque devrait indemniser ses fonctionnaires. D'accord. Établi à ce niveau, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'État lui a donné l'instruction. D'accord. Mais si, on sait, parce que le virement a été su par tout le monde, les autres banques ont payé. Attends, non, c'est Ecobank qui a eu des anomalies, qui dit que l'État lui doit de l'argent, etc. Mais les autres banques ont payé à temps. Il est très difficile. Donc on peut savoir exactement, parce que le virement il est fait, c'est un virement d'ensemble. L'État ne vire pas pour telle banque et non pour l'autre banque, c'est un virement d'ensemble. Maintenant, s'il y a des retards avec la date de valeur que les banques facturent aux clients, pourquoi cela ne devrait pas être réciproque? Famara Ibrahima Cissé, merci à vous. Je rappelle que